Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de la gestion de nos relations. Qu'est-ce qu'une relation? Comment bien la gérer? Quand on la gère bien, quels sont les fruits qui tombent? Et quand on gère mal une relation, quelles sont les conséquences qui en découlent? Avec Madame Agbo Sami Chantal Afiwa, que j'ai à côté de vous. Madame, bonjour et bienvenue dans Idée. Bonjour, Monsieur Condon. J'espère qu'avec votre arrivée, nous allons devoir répondre à toutes ces questions. Oui. Merci d'être là avec nous. Merci, le plaisir est toujours mien. Tu sais, j'apprécie, comme je le dis toujours, votre émission. Et c'est vrai en plus parce que vous donnez un plus à tous ceux qui vous suivent. Et nous qui vous suivons souvent, nous apprenons beaucoup. Continuez comme ça et le Seigneur est de votre côté. Merci, Madame, pour ces mots d'encouragement à notre égard. Aujourd'hui, c'est vous qui allez donner beaucoup aux téléspectateurs. Je le disais tantôt, nous allons parler de la gestion de nos relations. Comment gérer les relations? Merci de nous éclairer sur cette thématique. Oui, merci. Aujourd'hui, nous allons effectivement parler de la gestion de nos relations. Pourquoi les relations? Parce que c'est les relations qui nous permettent de nous épanouir. Nous sommes des êtres humains et nous sommes tous sociaux. Comme on le dit, l'être humain est social. Donc, nous ne vivons que de nos relations. Nous ne pouvons pas nous passer des relations. Et s'il savait que les relations réussissent, c'est nous qui sommes impactés positivement. Mais quand les relations dégénèrent, cela crée des frustrations, des dépressions qui ne nous amènent pas à pouvoir évoluer comme nous le passons. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans des asiles psychiatriques juste à cause des relations qui ont mal tourné. Donc vous comprenez qu'il importe que nous prenions soin de nos relations et c'est dans cette optique que nous parlons de cela. Avant de parler des diverses relations dont nous sommes objets, telles que les relations familiales, les relations au service, les relations de camaraderie, de voisinage, je voudrais qu'on parle en général des ingrédients indispensables à l'épanouissement de nos relations. Je voudrais a priori parler de nos visions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard comme on le dit, communément il n'y a pas de hasard. Et quand nous sommes avec quelqu'un, c'est pour une cause. Quand je suis avec vous, M. Condon, sur ce plateau, c'est parce que je veux participer à votre émission et parce que je veux faire un partage d'idées avec les spectateurs. Donc, je ne suis pas là par hasard. C'est comme ça, quand je veux épouser quelqu'un, un partenaire, c'est parce que j'ai une vision par rapport à cette relation. Même quand je suis avec quelqu'un comme ami, ce n'est pas fortuit. C'est parce que je vois en cette personne quelque chose qui m'intéresse et je constate aussi que je peux aussi lui donner quelque chose. Donc, à chaque relation, une vision. Quelle vision j'ai en étant avec cette personne? Si je n'ai pas de vision, cela sous-entend que cette relation ne pourra pas aller loin. C'est-à-dire, on commence comme ça avec des improvisations et finalement, ça finit comme ça finit. Mais quand j'ai des objectifs, quand j'ai une vision dans ma relation, cela me permet d'abord de me sentir utile dans la relation et cela me permet aussi de pouvoir amener la relation à perpétuité. Et cela est très important de savoir pourquoi je suis avec quelqu'un, pourquoi je suis ici, pourquoi j'entretiens telle et telle relation. Ça me permet d'être moi-même équilibré dans la relation et d'amener l'autre à s'équilibrer dans la relation. Donc vous comprenez, pour toute relation, s'il vous plaît, pensez à la vision, pensez aux objectifs et vous verrez que cette relation pourra s'épanouir et être utile à tout un chacun. Parlant des ingrédients, le second, et non des moindres, c'est le respect. Sans respect, il n'y a pas de relation pérenne. Parce que le respect permet de faire comprendre à l'autre qu'il est utile, qu'il est désiré et qu'il est indispensable peut-être.
Néanmoins, je peux amener l'autre dans la relation à avoir de la valeur. C'est comme ça que l'autre aussi devra forcément m'amener à comprendre que j'ai de la valeur dans la relation et que je suis utile. Lorsque je suis en relation avec toi et que tu ne me donnes pas toutes les raisons pouvant m'amener à comprendre que je suis utile, forcément, je ne me sentirai pas utile, comme si on peut le dire. Je ne me sentirai pas désiré et je ne vais pas donner le meilleur de moi-même pour pouvoir amener cette relation à aboutissement. Et nous sommes des adultes. Je peux estimer que nous sommes tous des adultes, nous qui regardons cette émission. En tant qu'adultes, nous savons qu'il y a des mots, qu'il y a des phrases, qu'il y a des propos qui n'amènent pas à l'épanouissement de l'autre. Mais si nous ne nous gardons pas de ces propos et nous pensons que nous pouvons tout dire, nous pouvons tout faire dans une relation, certainement la relation ne va pas aboutir et c'est normal, c'est évident. De grandes personnes qui s'insultent, de grandes personnes qui se lancent des mots qui ne devaient pas lancer, n'amènent pas à une relation épanouie. Sans le respect, c'est compliqué de mener à bout une relation. Je peux te donner un exemple. Il y a des mariages arrangés, où peut-être c'est des parents qui se disent « Ah, nos enfants peuvent rester ensemble » ou c'est un ami qui dit « Ah, j'ai une autre amie qui pourra t'intéresser, te plaire ». Et il y a des relations qui commencent comme ça. Lorsque ces relations commencent ainsi, on ne peut pas dire que c'est des relations qui sont basées sur le mariage. Non. Amen. On ne peut pas dire que ce sont des relations qui sont basées sur l'amour. Non. Mais c'est des relations peut-être qui sont basées sur le fait qu'on a l'intention de rester ensemble. Donc la vision est claire, on veut se marier. Mais dites-vous que si le respect n'y est pas, la probabilité est forte que cette relation ne continue pas. Mais dites-vous que si ces deux personnes qui ne se connaissaient pas arrivaient à être ensemble en se respectant mutuellement, ils vont faire venir l'amour forcément parce que sans le respect, l'amour a du mal à résister. C'est dans cette optique que vous voyez deux personnes qui se marient et qui ont l'intention d'être ensemble parce que la violence est verbale, parce que la violence physique s'installe, ces personnes n'arriveront plus à continuer la relation. Le respect fait que on ne peut pas faire sortir n'importe quel mot. On saura comment communiquer positivement avec l'autre. Le respect fera que on va donner de la valeur à la personne qui est avec nous. Le respect fera que l'autre se sentira aimé, désiré, accepté et se donnera pour que la relation marche. Donc sans respect, c'est difficile. Il y a un proverbe chez moi qui dit souvent que lorsque tu es éduqué, tes parents t'ont éduqué et que tu grandis, il faut que toi-même tu te rééduques. Que tu saches qu'il y a des mots que je ne dois pas utiliser parce que je suis une grande personne, je suis une personne mature. Même si c'est des mots qu'on a utilisés dans mon environnement quand j'étais petite, quand j'étais en famille, je ne suis pas obligée de les répéter parce que moi j'ai l'intention de pérenniser ma relation. Donc on se comprend bien, sans respect, il n'y a pas de relation durable. Donc que la personne soit plus petite que moi en âge, que la personne soit socialement inférieure à moi, elle mérite le respect et le respect. Et cela fera que l'autre aussi me rendra ce respect qui fera que tout ce que nous allons faire ensemble, que ce soit au service, au défi dont nous ferons l'objet. Oui, madame, si on vous écoute bien, j'ai l'impression que le respect prime alors sur l'amour. Effectivement. L'amour sans le respect ne perdure pas. Mais le respect sans l'amour peut aller loin, plus loin même qu'on ne le pense. Donc, avant tout, dans nos relations, nous devons considérer le respect. Et quand
nous voulons par exemple commencer une relation, amorcer une relation, et que déjà nous sentons qu'il n'y a pas le respect, il faut d'abord se poser la question, est-ce que je suis à la bonne place? Parce que sans le respect, je le sais, les choses n'iront pas comme cela se doit. Et ce respect dont vous faites cas avec brio, c'est avant de commencer ou bien même pendant les relations? Avant de commencer, avant, au cours et après. Le respect s'impose dans une relation lorsqu'elle démarre. Donc, à vous comprendre, cela veut dire que ce soit en famille, que ce soit au service, que ce soit en camaraderie ou bien au voisinage, le respect a toujours sa place. Je dois apprendre à respecter les autres. Que ce soit en famille, au boulot, je dois apprendre à respecter l'autre. Supposons que je sois un employeur, j'ai le devoir de respecter les employés pour que les employés me rendent l'ascenseur. Mais si je ne le fais pas, la probabilité est faible que ceux-ci apprennent de moi l'irrespect et commencent par ne pas respecter les autres collègues, même moi qui suis l'employeur. Donc, j'ai besoin de respecter qui que ce soit. Même cette domestique qui est dans ma maison a besoin d'être respectée. Ce n'est pas parce qu'elle est venue travailler sous moi que je dois la traiter n'importe comment. Quand je commence ça comme cela, et la probabilité est forte que cette personne parte ou bien commence aussi par me manquer de respect. Le respect est imposé dans une relation et ça s'apprend. Au fait, nous ne naissons pas forcément avec ce sentiment ou bien cet esprit de respecter les autres, de bien les traiter. D'ailleurs, nous ne l'avons pas peut-être appris. Mon papa n'a pas respecté ma maman. Ma maman n'a pas respecté la domestique. Mon papa n'a pas respecté ses employés. Donc, ce qui fait que tout ce que moi j'ai appris, c'est l'irrespect. Mais si moi je veux un autre résultat, je crois que moi je dois plutôt chercher à pouvoir respecter les autres pour que les relations puissent être fluides et aboutir à la réussite. C'est indispensable. Nous devons l'apprendre. Oui, madame, tel que vous le dites, est-ce que vous voulez contrarier ceux qui disent que pour que deux personnes puissent se marier, il faut fondamentalement l'amour? Le mariage se base sur l'amour. C'est l'essence qui arrive à faire démarrer et à faire amener à aboutissement un mariage. Mais le fait est que l'amour ou le foyer sans le respect n'aboutit pas. C'est ça la réalité. C'est vrai. C'est ça. C'est ça la vérité. La réalité, c'est que l'amour permet à un foyer de vivre et de survivre. Mais la vérité est que l'amour sans le respect ne résiste pas. Donc, quitte à nous de voir où est-ce que nous voulons que nos relations aillent. Si nous voulons, par exemple, que ça soit pérenne, nos relations soient pérennes, donc il faille que le respect prime sur l'amour. En fait, c'est le respect qui amènera l'amour à pouvoir résister, à s'épanouir et à aller loin. Bon, voilà, vous avez donné tout à l'heure un exemple où le foyer dans lequel j'ai grandi, je n'ai pas vu papa et maman en mon respect. Il y a des mots qui sortent de gauche à droite. La domestique qui vient nous aider, la manière dont elle est traitée, il n'y a pas un respect réciproque. Mais qu'est-ce que celui-là qui a vécu dans ce pareil foyer, comment va-t-il apprendre maintenant le respect pour qu'il puisse le devoir aux autres? Il faut un mindset, c'est-à-dire il faut un renouvellement de pensée, savoir que moi, j'ai besoin de ça pour pouvoir tenir partout où je suis. Au fait, c'est un outil indispensable pour que je puisse m'épanouir partout où je suis. Ce n'est pas un tort que moi je n'ai pas ça, c'est-à-dire je n'ai pas le respect comme héritage. Je peux réparer le tort, même si c'est un tort. Même si l'on pense que c'est un tort que l'on n'a pas eu l'occasion de vivre dans un environnement où le respect a été, je crois qu'on peut réparer le tort en essayant nous-mêmes
de pouvoir changer notre mentalité à se dire, je vais me rééduquer, je vais apprendre à respecter les autres. Il y a des maris, par exemple, qui lancent des mots non indiqués à leurs femmes, qui les insultent, qui les tapent d'ailleurs, mais qui croient que au bout de cela, ils auront une femme docile, une femme soumise. Non, c'est des comportements qui n'amènent pas l'autre à pouvoir s'épanouir et à pouvoir résister dans l'environnement. Donc, sans le respect, c'est compliqué que l'on ait une relation épanouie. Madame, on continue toujours. Aujourd'hui, au moment où cette émission est en train de passer sur les antennes de la télévision togolaise, il y a des cas qui se vivent encore quelque part. Oui. Donc, cela veut dire que ceux qui éduquent leurs enfants dans ces conditions, ils sont en train de créer du tort à leur environnement. Oui. C'est-à-dire que vous êtes en couple, vous manquez de respect, dites-vous que c'est ce que vos enfants vont apprendre et c'est ce qu'ils vont reproduire, c'est ce qui arrive communément. Donc ce n'est pas du tout de bon ton que le manque de respect soit crucial dans nos foyers. Nous devons tout faire, papa doit tout faire pour respecter maman, savoir comment lui parler. Et nous parlons souvent de communication positive. Et vous voyez quelque chose qui n'est pas bon, vous n'êtes pas obligé de vous écousser, vous n'êtes pas obligé de crier, de faire des crises de colère. Vous pouvez gérer les choses autrement pour que vos enfants voient en vous le fait que maman respecte papa et papa respecte maman. Il y a de ces femmes aussi quand même qui manquent beaucoup de respect à leur mari et les garçons reproduisent cela à long terme. Je crois que c'est à éviter. Oui. Merci pour cet éclairage. Après le respect, on tombe sur quoi? Oui, je crois qu'après le respect, il faut aussi chercher à se connaître. Lorsque je fais l'effort de connaître l'autre, de savoir ce qu'il veut, de savoir ce qu'il attend de moi et de savoir ce qu'il peut me donner, je peux essayer de ménager les choses pour que notre vision, nos objectifs soient atteints. De même, si je me connais, je peux savoir ce que je peux donner à l'autre, ce que je ne peux pas donner. Et c'est en ce moment que je peux dire à l'autre, ah, tu sais, ça je l'ai, ça je ne l'ai pas, ça je peux le faire, ça je ne peux pas le faire. Dans cette optique, l'autre saura mes limites et pourra m'accepter tel que je suis. Ben, il y a des gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes et qui créent des torts dans leurs relations. Quand par exemple, chaque fois dans mes relations, c'est moi qui pars. Chaque fois dans mes relations, c'est moi qui suis fâché. Chaque fois dans mes relations, c'est moi qui me sens blessé. Cela sous-entend que j'ai un petit problème qu'il faut régler. Peut-être que je ne suis pas tolérante ou je ne sais pas comment accepter l'autre tel qu'il est. Et c'est là où je me sentirai toujours blessé et toujours en train de rompre mes relations. Quand je suis avec l'autre et je sais que cette personne est lente de nature, la probabilité est forte que je sois blessé et je sois gêné. Mais quand je le considère dans sa nature, je peux l'amener à une amélioration sans toutefois être exigeant. Voilà, c'est quand on ne connaît pas l'autre qu'on est exigeant, quand on ne se connaît pas aussi qu'on est exigeant envers nous-mêmes. Donc, la connaissance de l'autre est indispensable. La connaissance de l'autre est indispensable. Comment faire pour se connaître et comment faire aussi pour connaître l'autre? Merci. Je crois que nous avons beaucoup parlé des tempéraments qui nous amènent à connaître l'autre et à se connaître. Je peux me connaître quand, par exemple, je constate que je fais habituellement certaines choses qui ne devaient pas être faites. C'est-à-dire, j'ai des faiblesses. De nature, par exemple, je ne sais pas dire je t'aime à l'autre. De nature, je ne suis pas romantique. Ça, c'est une faiblesse parce que je sais pertinemment que c'est ce que je devais être, mais je n'arrive pas à l'être. Je sais pertinemment que je devais être une personne très présente à la maison. Je n'arrive pas à l'être. Je sais pertinemment que au service, je suis très lent de nature. Donc, ces remarques, ces observations que je fais de moi-même et que les gens me font, me permettront de savoir que j'ai un petit souci. Donc, pour que je puisse me connaître, il faut que moi-même, je m'observe et que je prenne en compte les remarques qui reviennent chaque fois autour de moi.
quand les gens disent que je suis quelque chose ou bien je fais quelque chose plusieurs fois, cela sous-entend que c'est un comportement qui m'est un peu lié. De même, lorsque je suis avec l'autre, je peux le connaître partant de ses réactions. Vous allez voir être avec une personne et vous dites quelque chose qui ne devait pas peut-être le blesser, mais cette déclaration l'a blessé. Vous dites, ah, mais ce que j'ai dit là ne devait pas la blesser, mais cela l'a blessé. Une fois, deux fois, là vous comprenez que ah, cette personne a un souci par rapport à ce que je fais ou bien ce que j'ai dit. Donc, c'est toujours l'observation de l'autre ou de moi qui me permettra de me connaître ou de connaître l'autre. Donc, vous comprenez que pour pouvoir se connaître, il faut s'observer avec toute la patience et tout le calme qu'il faut. Et tout le calme qu'il faut. À vous entendre parler, cela veut dire que, humains que nous sommes différents des uns des autres, c'est ça? Nous sommes différents des uns des autres. Nous avons 4 sortes de comportements ou bien de tempéraments, de manière d'agir et de réagir. Et chaque personne a sa façon de faire. Je peux par exemple vous parler d'un tempérament qui est le sanguin, qui est une personne très extravertie, qui parle bien et beaucoup, qui s'exprime bien et qui aime exprimer son affection, sa disponibilité, son amour. Et c'est souvent une personne qui est très mobile. Donc, c'est un genre de comportement. Vous pouvez vous retrouver dedans. Mais vous pouvez aussi vous retrouver parmi ces personnes-là qui sont un peu colériques. C'est-à-dire, c'est des personnes qui s'expriment aussi, mais sont souvent un peu colériques. C'est-à-dire, passent à l'action, peuvent taper, réagir, faire des crises. Donc, c'est des personnes que nous pouvons appeler colériques, mais ce n'est pas parce qu'ils sont colériques qu'ils ne sont pas bons. Hein. Des personnes très perfectionnistes et très efficaces quand il s'agit de boulot. Okay? Donc, il y a aussi des personnes qui sont calmes de nature, qui n'aiment pas la société. Les gens les taxent de timides, ils ne sont pas forcément timides. C'est leur nature d'être comme ça, calme. Et des personnes qui sont très exigeantes en matière d'ordre, en matière de propreté, des personnes qui ne parlent pas mais qui sont souvent blessées, c'est-à-dire qui n'aiment pas qu'on les blesse et quand ils sont blessés, ils ont du mal à pardonner. Mais c'est des personnes qui font du bon travail quand ils sont au boulot aussi. Donc chaque tempérament a ses défauts et ses qualités. Et en dernier, c'est les flegmatiques qui sont des personnes lentes de nature. Vous les appelez nonchalants, mais eux, ils se disent que c'est Dieu qui les a créés comme ça. Ils sont lents dans tout ce qu'ils font, dans les décisions qu'il faut prendre. Ils ne prennent pas des décisions n'importe comment. C'est des personnes qui n'aiment pas les activités, c'est-à-dire ils préfèrent être dans leur coin que de bouger. Et ça aussi, c'est leur nature. Donc, vous voyez que vous avez les 4 tempéraments. Quand moi je suis sanguin et que moi j'aime les activités, je bouge et que je suis avec quelqu'un qui est flegmatique, si je ne comprends pas que c'est sa nature, je vais toujours les taxer de nonchalants, de paresseux, de quelqu'un qui ne veut pas bouger, alors que c'est sa nature. Lui aussi, il produit, il fait des résultats malgré sa nature. Donc toute personne peut donner de bons résultats, peut faire des choses si on considère sa nature et qu'on l'accepte tel qu'il est. Oui, merci Madame Agbo Samé Chantal pour cette facilité et cette rapidité que vous avez eue pour pouvoir nous classer les gens. Oui. Et si tout le monde n'est pas comme vous, pour connaître facilement ces différents tempéraments, comment ces autres-là feront pour pouvoir s'adapter et connaître les autres? Merci. J'ai un livre dans lequel j'ai écrit tout ce qui concerne les tempéraments. J'ai essayé d'être explicite. Donc, tous ceux qui l'ont essayent quand même de se retrouver et de retrouver le tempérament de ceux qui sont autour d'eux. Et ils arrivent à supporter l'autre tel qu'il est. Donc, si vous voulez, vous m'appelez partant du numéro qui est sur l'antenne et puis on va voir comment vous pouvez avoir ce livre. Donc, tous ces éléments, le respect et la connaissance de l'autre, font partie des prérequis dans toutes les relations. Dans toutes les relations. Bon, en dehors du respect et de la connaissance de l'autre, qu'est-ce qu'il faut encore comme prérequis dans toutes les relations? Oui, je peux parler aussi de la loyauté. La loyauté, c'est cette capacité d'être fidèle à
sa parole, à ses objectifs, à sa conviction. Et beaucoup de personnes manquent de loyauté dans les relations et ça crée des soucis. Quand par exemple je suis dans un service et que j'ai un cahier de charges et que je dois mettre ce cahier de charges en œuvre, si je suis déloyal, je vais faire à ma guise et cela ne va pas améliorer la relation entre moi et mon employeur. Quand je suis dans un foyer, peut-être monogame, c'est-à-dire j'ai signé la monogamie à l'état civil, cela sous-entend que c'est la seule personne qui doit être mon compagne jusqu'à la fin de ma vie. Mais si je n'arrive pas à le faire, je deviens déloyal et c'est là où les choses vont se dégrader jusqu'à aller au divorce. Donc, sans la loyauté, c'est difficile de pouvoir maintenir un foyer. Hein, savoir pourquoi je suis là et faire ce que je dois faire, c'est-à-dire assumer mes responsabilités dans la relation. Voilà. Maintenant, est-ce que cette loyauté a des conséquences au cas où on ne l'est pas? C'est-à-dire que être déloyal. La loyauté est indispensable dans une relation. Parce que c'est la loyauté qui fera que vous serez considéré comme une personne sérieuse, qui sait ce qu'il veut. Mais quand vous manquez de loyauté, cela sous-entend que vous allez faire des choses qu'il ne faut pas faire et certainement c'est vous-même qui allez gâcher les relations. C'est tellement primordial, important dans une relation. Je voudrais aussi vous dire que la loyauté marche avec le respect. Quand vous êtes une personne loyale, cela sous-entend que vous êtes une personne respectueuse du prochain. Mais quand vous êtes déloyal, vous allez poser des actes d'irrespect par rapport à l'autre et cela va le frustrer et va l'amener peut-être à rompre les relations, même si vous ne le voulez pas. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans une relation que vous allez faire ce que vous voulez, mais vous devez savoir qu'il y a des normes qu'il faut respecter si on veut vraiment être dans une relation. Merci, Madame Samé, pour cet éclairage que vous nous apportez. Vous avez dit, avant de pouvoir comprendre tous les contours de comment nous devons gérer nos relations, nous allons parler de comment gérer la relation au service. Est-ce que ce que vous avez dit, au service pratiquement de respect a toujours son mot, comme vous le dites? Ah oui. Dans toutes les relations, le respect a sa raison d'être. Donc, je voudrais dire que pour réussir nos relations, il faut considérer le cadre dans lequel elle est mise en œuvre. Quand, par exemple, je suis au service, j'ai besoin de considérer le cadre. Quand je suis à la maison, dans mon foyer, je dois considérer ce cadre de façon spécifique. Avant que je n'arrive au cadre de service, nous allons d'abord parler des relations familiales. Donc, on peut voir les relations familiales sous deux angles. Il y a la grande famille, il y a la petite famille. La grande famille est composée des parents, des tantes, des cousins, des cousines et de la petite famille qui est composée juste de son conjoint et des enfants. Quand je suis dans la petite famille, ce dont j'ai besoin, c'est l'amour. C'est l'amour qui prime sur tout ce dont j'ai besoin pour que les choses marchent. Donc, je suis dans la petite famille pour cultiver et mettre en œuvre l'amour. Si je ne le comprends pas ainsi, j'aurai tous les problèmes. Parce que l'amour, c'est vrai, ça s'apprend et ça se met en œuvre. C'est un ingrédient dont on a besoin pour pouvoir gérer la petite famille. Mais il y a des personnes qui ne savent pas aimer. Et peut-être ce n'est pas de leur faute, peut-être parce qu'ils n'ont jamais vu aimer. Ou peut-être parce que leur tempérament ne leur permet pas d'exprimer l'amour qu'ils ont en eux de façon intrinsèque. Cela sous-entend que quand je suis dans la petite famille, pour que la relation de la petite famille puisse être pérenne, je dois mettre en œuvre l'amour, l'affection. Pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés, dites-vous que il faudrait que j'exprime l'amour, j'apprenne
ce que c'est que l'amour et que je la mette en œuvre dans la petite relation. Il n'y a rien à faire d'autre que de s'aimer quand il s'agit de la petite famille. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer? Aimer, au fait, c'est chercher à faire du bien à l'autre. Donc, quand nous sommes dans ce cocon, nous qui sommes dans le cocon devons tout faire pour faire du bien à l'autre. Je fais du bien à mon mari cherche à me faire du bien, nous cherchons à faire du bien à nos enfants cherchent à nous faire du bien. Et quand nous le comprenons comme ça, les choses marchent normalement. Mais quand je ne le comprends pas et que je pense que je suis dans la petite famille pour être peut-être servi en tant que chef, en tant que mari, et que je ne comprenne pas que les autres ont besoin de mon affection, je peux échouer dans mon foyer. C'est comme ça que quand ma femme, lorsque elle ne comprend pas qu'elle est là pour me faire du bien et qu'elle pense qu'elle est là pour qu'on s'occupe d'elle, pour que son mari lui donne de l'argent, pour que son mari s'occupe juste d'elle. Donc, elle aussi, elle ne va pas atteindre son objectif. L'objectif n'est pas que mon mari me gave des biens, de tout ce que je veux. L'objectif n'est pas que ma femme aussi me donne tout ce que je veux. L'objectif dans le mariage est seul, est unique. Il s'agit de faire du bien à l'autre, de pouvoir travailler et mettre en œuvre l'amour. Un point très. Mais quand on le comprend comme ça, et on arrive quand même à aller plus loin. Maintenant, qu'en est-il de la grande famille? Dans la grande famille, je crois que ce qui importe, ce n'est pas cet amour dont nous avons parlé. Parce que l'amour dont nous avons parlé, ça s'appelle l'amour éros. L'amour dans la petite famille. Et c'est un amour dans lequel on peut impliquer aussi les relations sexuelles. Vous comprenez, l'amour éros implique les relations sexuelles. Vous comprenez que dans la famille, ce qui importe, c'est l'amour que nous appelons souvent l'amour agapé. Dans cette relation, dans ce cocon familial, ce qui importe, c'est l'amour. Donc, quand tu es dans une relation, tu ne cultives pas l'amour. Quand tu es dans cette relation, que tu ne cultives pas l'amour, il est évident que cette relation ne va pas aller au bout. Donc, nous avons compris qu'avec la petite famille, c'est l'amour, cet amour-là qui implique aussi les relations sexuelles, etc. On le comprend ici. Mais dans la grande famille, ce qui nous importe, c'est l'amour qu'on appelle généralement l'amour philéo, c'est-à-dire de l'affection. Je dois de l'affection autour de ma famille, pour ma maman, pour mes parents, mais pas forcément cet amour fusionnel dont je fais usage dans la petite famille. Ce qui veut dire que j'ai le devoir de m'occuper de mes parents, j'ai le devoir d'avoir des relations avec mes frères, j'ai le devoir d'avoir des relations qu'on appelle généralement amour philéo avec tous ceux qui sont autour de moi. Et je ne dois pas non plus négliger cela. Parce qu'il y a des gens qui, après s'être mariés, négligent la grande famille. Je crois que ça ne doit pas être le cas, surtout quand il s'agit de ses parents. Parce qu'avec ses parents, c'est une question de sang. Et la relation, l'alliance provient du sang. C'est-à-dire, j'ai les gènes de mes parents, j'ai le droit de leur manifester toujours de l'affection. Je dirais toujours cela, les belles filles, faites tout pour que vos maris soient en bon terme avec leur maman parce qu'il s'agit d'une alliance de sang entre eux. Vous n'allez pas venir dans le foyer et vouloir briser cette relation. Non, ça ne se fait pas. Essayez plutôt d'amener la relation à bien, de telle sorte que votre conjoint soit en bon terme avec ses parents. Donc, cette relation est indispensable, mais elle n'est pas poussée dans l'amour comme celle-là qui doit être exprimée quand on est dans notre petite famille. Si on fait ces petites remarques, on arrive à gérer les deux familles. Mais quand on ne fait pas cette distinction, on risque de mettre de l'amalgame et généralement, les choses ne marchent pas, que ce soit dans la grande famille, que ce soit dans la petite famille. Il faut faire la part des choses. Oui, il faut faire la part des choses. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons dans la société, madame. On voit que dans cette société, il y a des femmes qui s'interposent, qui n'aiment pas que leur conjoint fasse du bien à leur grande famille. Et de l'autre côté aussi, il y a des hommes aussi qui ne veulent pas que leurs femmes
aille de temps en temps aussi dans la grande famille de peur d'aller peut-être raconter de gauche à droite ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faille faire pour que tout ça s'améliore? Je crois que c'est une irrégularité qu'il faut vraiment résoudre parce que avant que vous ne rencontrez votre conjoint, il vient d'une famille. Quelle que soit la famille, qu'elle soit bonne, il y a des gens qui préfèrent que c'est une famille sorcière, même si c'est une famille sorcière. C'est dans cette famille que ton mari ou ta femme a été élevé et c'est de là que tu l'as connu. Donc, c'est une erreur que nous faisons généralement, surtout en Afrique, quand nous cherchons à éloigner nos conjoints de leur famille. C'est des choses qui ne se font pas. Même si votre conjoint lui-même cherche à s'éloigner de la famille, fait un effort quand même pour qu'il y ait une petite relation entre lui et sa famille. Et c'est une responsabilité pour chacun de s'occuper de ses parents, d'avoir des regards pour sa famille, ses cousins, etc. Peut-être, il peut arriver que la famille exagère, mais je crois que nous avons cette compétence de pouvoir gérer les choses pour qu'il n'y ait pas une rupture totale dans les relations. Parce que lorsque il y a une rupture totale, votre conjoint n'est plus équilibré parce qu'il y a quelque chose qui manque, sa famille, sa grande famille, et il faut l'amener quand même à pouvoir interagir de l'autre côté et de votre côté également. Oui, avant d'avancer, on va revenir en prenant un exemple. Et l'exemple que je voudrais prendre, c'est vous-même, madame. Comment vous arrivez à gérer cette affaire-là entre vous et votre conjoint pour que le conjoint ait toujours un regard bienveillant envers sa grande famille? Et de la même manière, comment le conjoint fait pour que vous aussi, vous ayez un regard aussi bienveillant envers votre famille? Merci beaucoup. Moi, je crois que j'ai eu la chance de connaître ma belle-mère. C'est mon beau-père que je n'ai pas connu. Mais quand j'ai connu mon mari, j'ai tout fait pour connaître. La première personne que j'ai voulu connaître, c'est sa mère, grâce à qui j'ai eu ce bel homme. Donc, je voudrais bien la connaître et je voudrais bien la servir. Et effectivement, je l'ai connue, elle était très âgée. Donc, c'est vrai, avec l'âge, il y a quelques peut-être défenses, mais ça ne m'a pas trop gênée parce que je sais que moi aussi, je serai vieille. Et on devra s'occuper de moi, donc c'est mon devoir de le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Un jour, elle m'a dit quelque chose, ma fille, tu m'as fait des choses que beaucoup de personnes ne m'ont pas fait. Et j'ai été satisfaite, j'ai dit, maman, c'est tout ce que je voudrais. Et avec elle, ça a été ce que ça devait être. Donc avec ma belle-mère, c'est ça, on a entretenu des relations de mère et fille. Pour moi, c'est un devoir. C'est-à-dire, je n'ai pas de choix. Hein? Ce n'est pas une option que je respecte ma belle-mère et que je lui donne toute la tendresse qu'il faut. C'est un devoir. Et c'est comme ça que aussi, j'ai constaté que mon mari de nature était isolé quand je l'ai rencontré. Mais j'ai tout fait pour pouvoir quand même l'amener de l'autre côté. Parce que c'est l'idéal pour une personne qui veut la bénédiction. Une bénédiction pérenne sur sa famille, doit s'occuper de ses enfants, de ses parents et doit avoir un égard pour sa petite famille. Quel que soit ce que la famille est, hein, moi je me dis que c'est possible de pouvoir gérer ces difficultés entre la belle famille et soi. Bon, lui, ça a été naturel parce que moi j'étais déjà fusionnelle avec ma famille. Donc, je suis venue avec elle, quoi. C'est-à-dire, il y avait ma maman, il y avait le petit frère. Et il s'est donné la peine d'être toujours là. Et ma famille l'appelle le beau des beaux. Et je crois qu'on a tout fait quand même pour qu'il y ait les familles et que nos enfants soient imprégnés dans ces familles diverses pour qu'il y ait un équilibre dans nos relations. C'est tellement important. Cela veut dire que aujourd'hui, chez vous, du côté du papa, du côté de vous, maman, les relations avec la belle famille, c'est OK. Oui. Bon, maintenant. Tous les dimanches, on se retrouve, on mange. Merci beaucoup. Maintenant, et pour les familles dans lesquelles, ou bien les couples dans lesquels, avec la belle famille, ce n'est pas OK, quels conseils vous donnez en tant que mère? Je voudrais dire à chacun et à chacune d'avoir confiance en Dieu. Si Dieu vous place quelque part, c'est parce qu'il sait
que vous êtes capable d'assurer tout ce qui doit être assuré. Et si Dieu vous met dans une famille, vous n'allez pas décréter que la famille est mauvaise. Cela sous-entend que Dieu ne savait pas que cette famille était comme telle avant de vous mettre là-bas. Non. Je crois que peut-être Dieu compte sur vous pour gérer les problèmes, pour arriver à mettre de la paix là où il y a la guerre, pour pouvoir gérer les difficultés relationnelles. Donc, nous sommes quelque part dans un foyer pour une mission, mettre la paix autour de soi et autour de son conjoint. Donc, je crois qu'avec la prière, c'est possible, même si c'est difficile, avec la prière, c'est possible. On n'aura pas forcément de bonnes personnes, toutes les personnes ne seront pas bonnes dans les familles, mais quand même, on peut les gérer, on doit les gérer et que Dieu nous donne la force pour cela. Merci Madame Samé Agbo Chantal. De peur que vous deveniez pasteur dans cette émission Idée, on va quitter ce côté pour les autres côtés qui nous restent. Nous avons parlé de la famille. Oui. Maintenant, après la famille, nous allons aborder le service. Oui. Quel rôle joue alors le respect, la loyauté et la connaissance de l'autre dans nos relations au service? Oui. Nous avons dit que dans les deux cadres, il faudra de l'amour, de l'affection. Mais particulièrement le cadre professionnel a plus besoin de compétences. C'est-à-dire, dans ce cadre, je suis venu pour travailler et pour donner des résultats. Je ne suis pas venu pour faire l'amour, je ne suis pas venu pour être aimé ou ne pas aimer. Donc, si je le comprends ainsi, je suis loyal par rapport à mon cahier de charges. Je respecte tous ceux qui sont autour de moi parce qu'ils le méritent. Même si c'est moi qui suis le responsable, ils le méritent. Mais quand je commence par être loyal par rapport à mon cahier de charges, la probabilité est forte que le respect s'impose et la probabilité est forte que je tienne le coup. Parce qu'il y a des personnes qui ne font même pas deux ans dans une structure. Quand ils sont là, ils travaillent, mais parce qu'ils sont déloyaux par rapport à leur cahier de charges, on est obligé de les virer ou eux-mêmes se volatilisent parce qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas la compétence qu'il faut. Donc, dans une relation au sein du service, il faut d'abord s'assurer que moi-même, j'ai les compétences qu'il faut pour rester là où je suis. J'assume les charges qu'il faut et cela fera que mes collègues me respecteront, mon employeur me respectera et moi-même, je me ferai respecter. Donc, vous comprenez que quand nous sommes au service de grâce, ce n'est pas une question d'affection, d'amour. La priorité, c'est la compétence. Si je ne l'ai pas, je la cherche. Je peux m'auto-former. Je peux me faire former. Je peux aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir les informations susceptibles de m'amener à être efficace et à donner des résultats. Tant que je ne le fais pas, je manquerai de respect, forcément. Voilà, s'il arrive que j'ai la compétence et que je n'arrive pas à respecter les autres, la probabilité est forte que les autres aussi ne me respecteront pas. Donc, compte tenu de qui je suis, je dois comprendre que j'ai besoin de respecter les autres, d'être loyal. Et c'est la loyauté qui importe à ce niveau. Savoir que je suis là pour quelque chose et je dois vraiment respecter mon cahier de charges, être ponctuel, être assidu, donner un résultat. Ça déjà, c'est un respect pour moi. Et c'est ça qui fera que je peux rester dans le service à long terme. Oui, et là, le respect de l'autre, c'est seulement le travail ou bien la vie ensemble aussi, ça peut compter? En ce qui concerne la vie ensemble, il y a des personnes vraiment qui ont des carences en matière de respect, c'est-à-dire ils ne savent pas comment parler aux autres, comment traiter les autres, comment s'exprimer aux autres. Et ça peut arriver, mais si c'est le cas,
Je crois qu'il faut soi-même, comme on l'a dit, s'autodiscipliner, comprendre que nous sommes entre adultes. Entre adultes, on se respecte. Il n'y a pas d'enfants ici à éduquer, mais il y a des adultes à pouvoir gérer, à accompagner. C'est là où nous-mêmes, nous renforçons les capacités susceptibles de nous amener à respecter l'autre. Hein? C'est entre adultes. Vous mettez peut-être à gifler un adulte, attendez voir ce qu'il vous remette, qu'il vous redonne la gifle et ne vous étonnez pas pour cela. Donc, entre adultes, on se respecte, il y a des mots qu'on n'utilise pas, il y a des façons de parler à des adultes. C'est tellement important si on veut garder sa place de façon durable dans une institution, surtout quand on est bien traité, on est à l'aise. Il faut tout faire pour pouvoir aussi mériter cette place en respectant les autres. Oui, madame, parlant du renforcement des capacités, on cite souvent un auteur, Dale Carnegie, qui aurait écrit un certain nombre de documents. Est-ce que Dale Carnegie peut être une référence dans l'auto-formation, dans la vie, pour être aussi sur les mêmes diapasons que les autres dans un service? Ah, monsieur Condor, vous connaissez ce livre? Moi, j'ai eu la grâce de connaître le livre à l'université. Et c'est un livre qui m'a inspiré dans tout ce que je fais maintenant. C'est un livre à conseiller à chacun de nous. Je crois que ça se trouve dans les librairies. Dale Carnegie, comment tu l'as nommé? Comment se faire des amis? Dale Carnegie, comment se faire des amis? C'est un auteur qui nous a vraiment épaté et qui nous a instruit sur comment pouvoir vivre avec l'autre, partant de la tolérance. Je devais en parler aussi. Il n'y a pas de relation sans tolérance, partant de l'acceptation de soi, de l'autre, partant de l'estime de soi, de la confiance en soi et de la confiance en l'autre. Vous savez, sans respect, sans loyauté, il est difficile que la confiance s'installe. Sans respect, sans loyauté, il est difficile que la confiance s'installe. C'est pourquoi beaucoup de personnes réclament la confiance, mais ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils manquent de respect à leur niveau et de la loyauté aussi. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais on ne peut pas clôturer cette émission sans parler de l'autre côté où les relations aussi prévalent. Ouais. C'est les voisins immédiats, ouais. La camaraderie. Comment, par rapport au respect, par rapport à la connaissance de l'autre et par rapport à la loyauté, on peut vivre en bon voisinage avec les autres, avec nos camarades? Merci beaucoup. Ce qui importe surtout dans la camaraderie, c'est la disponibilité et avec un peu d'affection. C'est-à-dire que vous êtes amis, alors ça veut dire que vous êtes disponible et lorsqu'il a besoin de vous, cela sous-entend que vous êtes là à son service. Donc vous-même, vous vous donnez à cette personne, vous voulez que cette personne puisse avoir droit à votre disponibilité et que vous aussi, en retour, vous ayez droit à sa disponibilité. Déjà, avec la disponibilité, on peut gérer les camaraderies. La disponibilité, de l'affection en passant, on peut gérer les camaraderies. Et sans loyauté, bien sûr, et sans respect, il n'y a pas d'évolution dans les camaraderies parce que je ne peux pas quand même être ami avec vous et puis voir que vous ne faites pas ce que vous dites et que vous n'avez pas les bonnes valeurs qu'il faut. Parce que moi, j'ai des valeurs, les bonnes valeurs qu'il faut pour que nous puissions être ensemble. Donc, pour pouvoir être ensemble, il faut seulement s'assurer qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes principes et de la disponibilité et avec un peu de compassion, un peu d'affection. Je crois qu'on peut gérer les camaraderies. Mais ce qui fait que les camaraderies ne marchent pas, c'est quand on n'est pas loyal. C'est quand on n'est pas fidèle. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Idées qui a pour thème la gestion de nos relations. Nous avons compris à travers les explications de notre invitée, Madame Agbo Samé Chantal, une conseillère pédagogique, que nous avons le devoir
de nous connaître d'abord et chercher aussi à connaître les autres. Nous devrons nécessairement être respectueux à travers nos relations. Nous devons connaître les autres et nous devons aussi être loyaux pour pouvoir entretenir nos relations. Parce que des relations bien entretenues nous permettent de vivre dans une bonne ambiance. Des relations mal entretenues nous fera vivre aussi dans de mauvaises ambiances, alors que c'est ce que chacun ne souhaite pas. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin pour que la régie puisse continuer le programme de la télévision togolaise, mais on ne peut pas le faire sans demander à notre invité son mot de fin. Madame à gauche, Chantal, votre mot de fin? Oui, mon mot de fin, je voudrais vraiment inviter chaque personne qui nous suit de savoir le cadre dans lequel il veut entretenir une relation et de ne pas mélanger les cadres. Avant de vous quitter, chers téléspectateurs, nous ne pouvons jamais mettre cette émission à l'antenne sans les techniciens, les braves techniciens. Soyez en remerciés pour tous vos efforts que vous consentez chaque semaine pour que la télévision togolaise dispose d'une nouvelle émission idée pour les téléspectateurs. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, chers techniciens, je vous dis merci. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Mais avant cela, prenez soin de vous et bye bye.